Les équipes des établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires, scolaires attendent du superviseur des réponses aux questions qu'il se pose dans la pratique. Mais, comme Marcel Proust dans son Contre Sainte-Beuve le dit de l'écrivain, il ne peut donner que des désirs. La posture est déterminante. Le superviseur est un tire-bouchon. Sans cesse, il réouvre ce que la pente institutionnelle tend à clore, le questionnement, les énigmes de la clinique, les embrouilles du vivre et travailler ensemble, l'inquiétante étrangeté, l'intranquillité du transfert. Telle la case vide du jeu de pouce-pouce, il fabrique de l'ouvert, pour le dire à la manière de Martin Heidegger. Il arrive parfois que se produisent des occlusions, des barrages, des sédimentations, des saturations, des débordements de jouissance. Alors, il dépoussière l'accumulation des savoirs et des savoir-faire, des préjugés, des yakas et des faucons. Il dessert l'étau des prescriptions et textes législatifs. Il soutient et accompagne l'élaboration des équipes. Il ressuscite le vif de la clinique. Parfois, il désamorce de véritables bombes à retardement. Travail de démineur s'il en est. Il est évident que les tentatives folles de maîtrise, connues de nos jours sous le nom de management ou gouvernance, accompagnées de démarches qualité, normes ISO, évaluation contrôle, etc., validées par la montée au zénith des neurosciences, cautionnant l'avènement d'un homme-machine, parasitent les institutions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. Dans sa position d'extériorité, le déplacement du superviseur participe alors d'une forme de subversion de ce discours dominant qui réifie, chosifie, aliène le vivant des sujets et des institutions. On peut dire, on devrait dire ainsi, plutôt que de chercher des poux dans la tête des superviseurs qui se réclament de la psychanalyse, qu'il s'agit là d'une entreprise de salut public. Évidemment, le superviseur ne peut pas tout. Il met le feu aux poudres, suscite une amorce, éveille chez chacun le désir de savoir, de comprendre, d'agir, de se risquer, d'inventer. Mais si ce travail embryonnaire, dans des espaces singuliers dévolus à la clinique, n'est pas prolongé dans les différentes instances institutionnelles, cette tentative de déplacement risque de rester lettre morte. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des témoignages vivants de cette pratique singulière, la supervision d'équipe. C'est chose fort rare. Une quinzaine de collègues, sous ma direction, ont tenté, ont osé, ont pris le risque de porter au public, à publication, ces témoignages. On y verra chacun aux prises avec le doute, le tâtonnement et l'intranquillité, loin d'une posture figée, car, comme le souligne Nietzsche, ce n'est pas le doute qui rend fou, mais la certitude. Comment le superviseur travaille-t-il la demande? Comment construit-il le cadre? Que vit un superviseur en séance? Comment fait-il avec les transferts multiples et les projections dont il est l'objet? Comment écoute-t-il? À quoi rêve-t-il? Voilà quelques questions parmi d'autres auxquelles nous tentons dans cet ouvrage de donner réponse.